Fin 2018, la famille Turing a remplacé la famille Pascal dans le monde des cartes graphiques. Avec les RTX, la série 2000, Nvidia a refondu sa gamme en profondeur et y a implanté de nouvelles technologies. Aujourd'hui, on s'intéresse à la 2070X de KFA2, l'une des cartes les plus abordables de la gamme, pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Hey, I don't think you're there, but it's 2 a.m. I'm awoke and scared. I'm alone tonight. Yeah, I'm alone tonight. Do you still sleep with that old brown bed that I won for you at our first date fair? I'm alone tonight. Yeah, I'm alone tonight. I know some days we all cry. We break down, yeah, we lose. La sortie de la série 2000 a permis à Nvidia de présenter l'implémentation de toutes les nouvelles technologies sur lesquelles la marque a planché. Ces technos permettent, entre autres, d'après elle, d'avoir des rendus plus réalistes en jeu et de pouvoir streamer en conservant le plus de FPS possible. Ceci étant dit, ce qui nous intéresse le plus en tant qu'utilisateur quand on achète une carte graphique, ce sont les perfs qu'elle a en utilisation réelle. On va aujourd'hui se pencher sur un modèle bien précis et voir ce qu'elle vaut sur le terrain. Ce modèle, c'est la RTX 2070 de chez KFA2 qu'on a entre les mains et dont on va commencer par les caractéristiques physiques. La carte en elle-même mesure 29,5 cm de long et 14,3 cm de large pour 51 mm d'épaisseur. On est très loin d'être sur du petit modèle et, comme la majorité des RTX, la carte est au format triple slot. Elle est si épaisse que même si les équerres PCI n'ont besoin que de 2 slots, l'épaisseur du radiateur et des ventilateurs bloquera l'accès aux 2 slots PCI Express situés sous la CG, en plus évidemment du slot qui maintient la carte elle-même. Carte d'entrée de gamme oblige, le carénage qui entoure le dissipateur et les ventilateurs est en plastique. Bon, ceci étant dit, sa forme et sa texture granulée nous ont tout d'abord fait penser qu'il était en métal, tant l'aspect esthétique en est proche. Bon, la backplate et le radiateur, eux, sont évidemment en aluminium, en plus d'une plaque froide en cuivre. S'il fallait pinailler sur un point, ce serait sur les pattes thermiques de couleur bleue pour certains et verte pour d'autres, qui jurent un peu quand on regarde la carte de près. Bon, au moins, on sait qu'ils sont en place, mais les pattes de couleur noire qu'on voit habituellement auraient pour le moins été plus discrets. Point non négligeable ici, la 2070X V2 qu'on te présente est une X V1 édulcorée pour pouvoir être proposée à moindre coût. Pour ça, la marque a opté pour 2 solutions. Réduire le nombre de ports de sortie d'une part et réduire le nombre de caloducs de l'autre. La V2 passe donc à 3 ports vidéo et 3 caloducs. D'après KFA2, la réduction du nombre de caloducs, on passe quand même de 5 à 3 qui traversent la CG sur toute sa longueur, a été compensée par une amélioration de leur performance en termes de dissipation. Enfin, ce sont 2 ventilateurs de 100 mm qui sont chargés d'apporter de l'air frais à tout ce petit monde. Si le passage à 3 caloducs ne se remarque pas forcément au premier regard, la seconde concession faite par KFA2 pour réduire le coût de la carte graphique se verra bien plus rapidement. En effet, la marque a enlevé l'un des DisplayPort et le port USB-C pour laisser 2 DisplayPort et un HDMI. Bon, en réalité, ces 3 ports conviendront à quasiment tout le monde, et même au plus gros setup. Au studio, on a l'habitude d'être en triple screen pour pouvoir, par exemple, lire ce script tout en ayant le logiciel de montage, mais également d'effets spéciaux ouverts en simultané. Une utilisation assez lourde donc, mais que la 2070 pourra du coup tenir facilement. Niveau alimentation, on sent qu'on est sur une grosse carte graphique, puisque ce n'est pas moins qu'une alimentation de 550 watts qui sera demandée, et un combo 6 plus 8 pins pour brancher la carte graphique. Maintenant qu'on en a fait le tour, reste à voir ce qu'elle a dans le ventre. Pour ça, on l'a posée sur une Z370 Pro Gaming d'Asus, à laquelle on a fixé un 8600K, un Core i5 à 6 cœurs, qu'on a laissé à ses fréquences d'origine. On l'a épaulé par 16 Go de RAM, cadencé à 2666 MHz et en case 15. Attention quand même, garde bien en tête le fait que notre table de bench est en open air et que la température maximale qu'on a pu relever, de 62 degrés en pleine charge, sera sûrement moins élevée de quelques degrés que dans ta config, selon l'airflow de ton boîtier. Niveau overclock, KFA2 a fait du logiciel Xtreme Tuner Plus, entre parenthèses RTX, l'un de ses arguments phares, logiciel téléchargeable sur son site.
Bon, Edge nous a quand même réservé une jolie surprise quand on a voulu le télécharger sur notre table de bench. Une fois sous Chrome ou Firefox, on a pu récupérer le logiciel, voir à quoi il ressemblait et surtout tester la fameuse fonctionnalité One Click OC. Bon, dans les faits, sur notre 2070, elle a juste fait passer la carte de 1845 à 1890 MHz. 45 MHz d'augmentation. Autant dire que si tu vois la moindre différence en jeu, ça sera sûrement plus de l'ordre du placebo que du véritable gain de perf. Bon, Extreme Tuner Plus permet également de gérer la couleur de la carte graphique, mais c'est là que s'est arrêtée notre utilisation du logiciel. Devant un tel overclock, on a eu envie d'en profiter pour tenter un overclock manuel et voir jusqu'où pouvait vraiment monter notre exemplaire, et la carte nous a sorti des résultats qui sont clairement d'un autre niveau. Avec plus 170 MHz sur le core clock et plus 1250 MHz sur la VRAM, on a pu atteindre un total de respectivement 2040 et 8250 MHz. De quoi gagner, tu verras, jusqu'à plus de 10 FPS en jeu sans pour autant dépenser plus. On l'a donc testé sur des jeux qui, on le savait d'avance, la pousseraient plus ou moins loin dans ses retranchements. Battlefield 5, Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5 et GTA sont donc de la partie, mais pas uniquement. Histoire que tu puisses la comparer à ta machine actuelle et que tu saches si dans ton cas précis elle sera intéressante, on l'a également poussé sur toute la suite 3D Mark, mais également en stream et en faisant un rendu face à notre 1080 Ti. Battlefield, on l'a réglé en full ultra avec un FOV à 105, DX12 activé, et c'est ensuite qu'on a cherché à savoir à quel point la 2070 pouvait tenir la cadence. On a donc bench le jeu sans DXR évidemment, mais également en ayant activé l'option DXR, aussi appelée RTX, et enfin en ayant activé les options DXR et DLSS. Tout ça en 1080p, puis en 1440p et enfin en 4K. Histoire que tu puisses te faire ta propre idée des changements visuels liés à l'activation des options DXR et DLSS, on a refait une session, mais cette fois-ci en enregistrant l'écran. Comme Battlefield 5 n'a pas de système de benchmark intégré, on a refait encore et encore toute la première partie du mode solo, histoire d'avoir des éléments de jeu à pied, en tank, immobile au sniper et enfin en avion. On a donc traqué les FPS moyens du jeu, mais également le 1% low et le 0,1% low. Si ces pourcentages ne te sont pas familiers, rapide explication. Mettons que tu fasses un bench sur 50 000 frames, donc 50 000 images. Ton 1% low sera en l'occurrence composé des 500 écarts entre les frames les plus importants, donc le centième du temps où tu auras eu les plus grosses baisses de FPS. Ton 0,1% low, ce sera pareil, mais sur les 50 écarts les plus importants, le millième du temps. L'intérêt de prendre ces mesures, c'est que si tu ne prends que les FPS moyens, minimum et maximum, sur 50 000 images, ces fameux 50 écarts importants seront insignifiants sur la moyenne finale, à tel point qu'il n'est d'ailleurs même pas dit qu'ils y aient une quelconque influence. Les FPS max n'apportent pas grand chose non plus, puisqu'il peut s'agir d'une donnée ayant été captée sur une microseconde par exemple, ou sur une scène totalement vide et immobile. Même combat d'ailleurs pour les FPS minimum. Typiquement, sur Battlefield 5, au moment où le tank tire au ralenti, on tombe à 8 FPS, mais comme c'est en chargement et que l'écran est tout blanc, on le remarque absolument pas. Par contre, si en pleine game ton jeu se met à saccader, toi tu le verras directement et ça sera pas agréable en plus de montrer une instabilité en tant que bench. C'est là que voir la différence entre les FPS moyens et les % low est super utile. Si tu as un Battlefield 5 qui tourne à 150 FPS en moyenne, mais qui tombe à 75,8 toutes les 100 frames, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, et d'autant plus si tu joues sur un 144 Hz, tu pourras ressentir une baisse. Pas franchement pratique en plein duel. Ce qui leur sort des benches, c'est globalement que, concrètement, la 4K n'est pas vraiment conseillée avec une 2070. Ceci étant dit, ça n'est pas forcément à cet usage qu'elle est destinée, et ses performances en 1440p ainsi qu'en 1080p la rendent clairement appréciable si on veut jouer de manière fluide sur des jeux qui poussent les cartes au maximum. Sur Battlefield 5, sachant que le jeu est capé à 200 FPS maximum et qu'on a voulu envoyer la carte dans ses derniers retranchements, on a donc poussé le jeu en full ultra avec, on te le disait tout à l'heure, un FOV à 105 et DX12 activé. On te laisse faire pause si tu le souhaites, mais on va récapituler. En 1080p, à fréquence d'origine, on atteint 139,2 FPS en moyenne, avec un centième le plus bas à 68,7 FPS et un millième à 17,5 FPS. Si on a au départ pensé à un problème de stabilité de la carte, il s'avère qu'en réalité ce qui fait bien baisser ce millième et qui se ressent d'ailleurs sur le centième également, c'est les fameux loading screens qu'on évoquait tout à l'heure.
Après overclock, on monte en moyenne à 150,1 fps, ce qui permet de passer le cap symbolique des 144 fps. Bon, dès lors qu'on active l'option DXR, on descend à 78,2 fps en moyenne et à 86,9 quand on l'overclock, mais l'option DLSS permet de remonter un peu avec 94,6 fps at stock et 104,9 une fois overclocké. Bon, sur les benches on est en ultra, mais on a quand même voulu voir ce que ça donnerait en passant en preset normal avec le DLSS d'activer. Et pour le coup, c'est légèrement mieux, mais sans être bien plus fameux, puisqu'on passe de 94,6 en ultra à 120,1 fps en normal. En 1440p et sans DXR ni DLSS, on est à 101,7 fps en sortie de boîte et à 112,8 une fois overclocké. Une fois le DXR activé, les FPS tombent à 55,8 à fréquence d'origine et 62,1 une fois overclocké. Une fois le DXR activé, les FPS tombent à 55,8 à fréquence d'origine, 62,1 une fois overclocké et quand on active le DLSS, ils remontent respectivement à 68,8 et 76,5 en moyenne. Enfin, en 4K, c'est là que la 2070 montre vraiment ses limites, puisqu'on n'atteint que 55,7 fps en moyenne lorsque la carte est à ses fréquences d'origine et 62,1 quand on la pousse. Une fois le DXR actif, on divise les FPS par 2, en tombant à 27,5 et 30,8 FPS pour remonter à 40,4 et 42,1 en activant également le DLSS. Sur Assassin's Creed Odyssey, pas d'option DXR ni de DLSS, mais le jeu pousse tant la CG que le processeur dans leur dernier retranchement, puisque les deux étaient utilisés à fond en permanence. Encore une fois, on te laisse mettre en pause si tu en as envie, mais dans l'idée, on est juste au-dessus des 60 fps en 1080p, un petit peu moins en 1440p et on tombe de nouveau autour des 30 images par seconde en 4K. Sur Far Cry 5, ça se présente mieux que ACO avec une moyenne de 107,7 fps at stock et 112,1 une fois overclocké en 1080p. On redescend à respectivement 88,1 et 96,8 fps en 1440p et enfin à 47,4 et 53,3 fps en moyenne en 4K. Dernier jeu de notre série, on a tourné sur la toute dernière section du benchmark intégré à GTA, en mettant tout à fond encore une fois, avec l'anti-aliasing réglé sur MSAA 2X. En 1080p, on est à 114,8 fps d'origine et 121,2 en la poussant à fond. En 1440p, la 2070 tape 93,2 et 99,8 fps, et en 4K on descend à 47,2 et 51,5. Bon, là on avait poussé tous les réglages au maximum, mais en réduisant un peu la qualité, on peut aller chercher le 144 fps en 1080p et le 60 fps en 4K sans trop de soucis. Après avoir benché ces gros jeux, on a lancé la suite de 3D Mark. Histoire de pouvoir te permettre de comparer avec ta carte graphique, on a opté pour Firestrike et TimeSpy d'un côté, les deux benches gratuits, et Port-Royal de l'autre, le nouveau bench de la firme destiné au RTX. Port-Royal, avec notre 2070 à fréquence d'origine, c'est 4688 points avec une moyenne de 21,71 fps. TimeSpy, via ses deux tests graphiques, sort un score de 8737 sur la partie GPU avec 56,61 fps sur le premier test et 50,36 sur le second. Firestrike, beaucoup plus doux avec le matos quant à lui, sort 22 447 points avec respectivement 105,59 et 90,73 fps sur ces deux tests graphiques. Sur Premiere Pro, on a très légèrement changé de table de bench puisqu'on a utilisé Ryzen Bow, notre machine de rendu principale. Threadripper 1950X et 32Go de RAM cadencé à 3200 MHz, la 2070 a été épaulée par les monstres absolus qui nous servent au quotidien. Le but ici, ça a été de la comparer à notre 1080 Ti, voir s'il était rentable d'investir autant ou si on pouvait économiser quelques centaines d'euros pour du montage. On a donc créé une séquence de 55 secondes regroupant tout ce qu'il peut y avoir dans nos vidéos et on en a fait le rendu en utilisant l'accélération graphique et ce qu'il en ressort c'est que la 2070 est aussi utile que la 1080 Ti. On est à 17 minutes et 40 secondes de rendu avec la 2070 contre 17 minutes et 36 secondes quand c'est la 1080 Ti qui tourne. Avis aux monteurs vidéo tournant avec Premiere Pro donc. Enfin, en stream, on a voulu tester les dires de Nvidia en ce qui concerne les performances de ses cartes. La marque annonce, en collaboration avec OBS, une amélioration de 66% des performances en streamant via la carte graphique, pour permettre d'avoir les mêmes performances qu'un setup à deux machines.
Battlefield 5 tirant déjà 99% de la carte graphique à lui tout seul, on a voulu vérifier ses dires sur le terrain et on l'a donc lancé en 1080p et en preset normal. Pour les réglages de stream, on a envoyé un bitrate de 6 Mbps par seconde en X264, puis avec l'ancien codec NVENC et enfin avec le nouveau NVENC en preset Performance Max. Dans la pratique, si effectivement on a senti une amélioration des perfs en jeu en streamant avec la carte graphique face au processeur, on ne peut pas en dire autant pour le stream. Alors oui, en jeu, on a retrouvé les perfs qu'on avait sans streamer, puisque Battlefield 5 tournait à 150 fps, mais le stream, lui, tournait plutôt autour des 30 à 40 fps. Plus simplement, on te laisse le soin d'apprécier les enregistrements des streams qui en ont résulté pour te faire ta propre opinion. Finalement, cette 2070 de chez KFA2 s'est avérée être une excellente carte, bénéficiant d'un gros potentiel d'overclocking et te permettant d'avoir de bonnes perfs en 1080p et en 1440p. Avoir pu la faire monter à 2040 MHz sur la fréquence du GPU et 8250 MHz sur la VRAM lui a permis de gagner un bon coup de boost et son refroidissement est à la hauteur de ses performances. Si cette vidéo t'a plu, tu sais quoi faire pour nous le montrer, et si tu as d'autres questions sur les RTX, on est aussi là pour toi sur Twitter, Facebook et Instagram. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu penses de cette nouvelle génération, et d'ici là, on se retrouve dans la prochaine vidéo.